OK, donc aujourd'hui, je vais vous poser une question. Donc, pour ceux qui veulent se lancer et détenir un parc immobilier d'une certaine importance, donc 10 portes, 20 portes, 30 portes, 100 portes, 300 portes, est-ce qu'on devrait acheter nos immeubles en compagnie? Donc, est-ce qu'on devrait se structurer en compagnie ou est-ce que vous allez posséder vos immeubles en votre nom personnel ou dans une autre structure? Donc, je serais curieux de vous entendre pour tous ceux qui venaient d'entrer en direct. Faites un petit like là, pour générer l'algorithme également en même temps et laissez-moi savoir dans le bas si vous pensez que c'est mieux d'acheter en compagnie ou acheter en notre nom personnel. Donc, nous, de notre côté, j'ai commencé, moi, ma carrière un peu en immobilier en mon nom personnel. Après ça, on est parti en compagnie. Puis après ça, je vais vous dire tantôt qu'est-ce qu'on a fait cet été de ce côté-là. Donc, juste prendre une petite minute. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, juste me dire qu'est-ce que vous pensez faire ou qu'est-ce que vous faites présentement. Est-ce que vous détenez vos immeubles personnels ou en votre nom ou au nom d'une compagnie ou au nom d'une SENC ou peu importe la structure. Donc, Éric en personnel. Donc, excellent. Donc, on va poursuivre tout ça. Donc, à l'agenda aujourd'hui, donc, je refais un petit introduction là, sur le bootcamp pour qui j'ai créé ça, le déroulement du défi qu'on est en train de terminer. Je vous rappelle mon Grand Prix. Puis, on va parler donc de deux grands sujets avec mon invité Pierre-Olivier Desrosiers tout à l'heure. On va parler de justement la détention en compagnie et un autre sujet, c'est l'impôt sur le gain en capital. Donc, il y a des nouvelles règles fiscales qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral et provincial au mois d'avril-mai, quelque chose comme ça. Et c'est rentré en vigueur. En fait, c'est censé être rentré en vigueur depuis le 25 juin. On va en parler tantôt. Donc, est-ce que ça a des impacts sur votre décision d'acheter en compagnie ou pas? Et quel va être l'impact sur votre facture d'impôt lorsque vous allez revendre vos immeubles maintenant ou dans 5 ans? Et je vais vous rappeler, je vais vous donner mon petit défi du jour 4. C'est un défi assez simple que je vais vous donner à la fin. Puis, on va terminer ça avec une session de questions-réponses avec Pierre-Olivier. Donc, pourquoi j'ai créé ce défi-là? Tu sais, pourquoi atteindre une certaine liberté financière avec l'investissement immobilier? Je pense que c'est à peu près tout le monde qui se lance en investissement immobilier. C'est pas juste pour acheter un immeuble pour le plaisir d'acheter un immeuble. Hein. C'est parce qu'on a un rêve, c'est parce qu'on veut atteindre quelque chose d'autre que de détenir un immeuble. L'immobilier, c'est le véhicule qui nous permet d'atteindre une certaine destination. Soit c'est pour la retraite, soit que c'est pour un fonds de pension, ça c'est pour léguer à notre enfant, c'est créer un patrimoine familial également. Il y en a qui disent qu'ils veulent slacker la pédale quand ils vont avoir 50 ans, quand ils vont avoir 55 ans, quand ils vont avoir 40 ans. J'en connais qui l'ont fait plus jeune que ça grâce à l'immobilier. Donc là, je vous mets une petite photo à droite. Là, c'est une image qu'on avait, moi et Philippe, c'était pour acheter une propriété au Mexique. On s'est donné là, un délai. Il nous reste 1 an et demi pour atteindre notre objectif. Donc, en 2026, on va posséder soit une villa ou un condo assez luxueux sur la côte ouest du Mexique. Donc, mais l'immobilier qu'on est en train de faire, tout ce qu'on a fait dans les 15 dernières années, bien, l'objectif, c'est d'être capable d'atteindre un objectif un peu plus grand puis d'aller passer plusieurs mois par année au Mexique. Là, dès que nos enfants vont être un petit peu plus vieux, on va être capable de se permettre ça. Puis on vendra des immeubles, on refinancera nos immeubles pour être capable de se permettre ça. Donc, c'est quoi votre raison en haut de l'immobilier auquel vous allez vous rattacher? Donc, c'est un peu la raison aussi pourquoi on fait de l'immobilier. Ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver, j'en ai des nouveaux à chaque jour qui rentrent dans le groupe. Mon nom est Steve Forget, coach immobilier, investisseur immobilier depuis 15 ans cette année. J'ai débuté en 2009 par l'achat d'un premier quadruplex. Je n'étais pas nécessairement destiné à faire de l'immobilier. Moi, j'avais étudié en agriculture à l'université. Ensuite de ça, j'ai étudié en gestion de projet. Je me suis acheté un quadruplex pour être proprio-occupant et ne plus être en condo. Et de fil en aiguille, dans les années après, je suis tombé dans la marmite. Je me suis mis à triper, je me suis mis à aimer ça. Donc, un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis maintenant, on possède avec Philippe et certains autres associés, un autre associé, trois autres associés d'autres immeubles. On possède 110 logements et des unités commerciales également. Donc, ça s'est fait sur 15 ans, ça ne s'est pas fait en 2 ans, tout ça. Là, je ne veux pas vous faire miroiter une licorne rose que dans 2 ans, vous allez avoir 100 logements. Nous, on a fait ça graduellement. Il y a certaines années qu'on n'achète pas. Des fois, on est 2 ans sans acheter. Des années, on va acheter 4 propriétés en même temps. Mais le temps en immobilier, ça fait vraiment de la magie. Donc, l'objectif quand je fais ce bootcamp-là, c'est pour vous donner du contenu, oui, mais c'est aussi pour vous montrer qu'il y a des solutions possibles, que c'est à peu près tout le monde est capable d'investir en immobilier. Ça ne veut pas dire que l'immobilier, c'est pour tout le monde. Donc, il y en a qui ont des grosses peurs face à ça. Ils ont peur de perdre de l'argent. Ils ont peur de se tromper, d'acheter des immeubles qui ne sont pas rentables. Ils ont peur de faire de la gestion de locataires. Et c'est tout à fait sain d'avoir ces peurs-là. Mais ça s'apprend, l'immobilier.
vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez vous faire former et on apprend aussi sur le tas. Et une année, ce n'est pas si sorcier que ça. Tu sais, des éléments ou des catastrophes ou des éléments désagréables, ça va arriver de temps en temps. C'est quand même extrêmement rare que ça va arriver. Donc, on est capable de gérer ça. C'est une petite entreprise. Puis vous aussi, vous êtes capable d'utiliser l'immobilier et l'effet de levier de l'immobilier pour être capable d'atteindre vos rêves encore plus grands ou de liberté financière dans quelques années. Donc, c'est déjà notre dernière journée. Donc, je rappelle ce qu'on a fait. Les vidéos restent en ligne encore pour les prochains jours. Donc, dans mes différentes plateformes sur lesquelles vous m'écoutez, vous pouvez retourner dans les fils pour les voir. La première journée, donc, j'ai fait les fondamentaux de l'immobilier. On a parlé de l'effet de levier, comment atteindre la liberté financière. J'avais donné un exemple avec 3 immeubles. La deuxième journée, je parlais de l'importance de chercher et de prospecter hors marché. Donc, il ne faut pas juste regarder ce qui est en vente sur Internet. Donc, toutes sortes de trucs et astuces. Hier, là, je ne sais pas si Frédéric il est en direct avec moi aujourd'hui. Hier soir, j'avais ma session de coaching hebdomadaire avec toute ma gang de coaching qui sont dans mon programme d'accompagnement. Et j'ai Frédéric qui est là depuis le début. Frédéric a envoyé la semaine passée 102 lettres de prospection dans son secteur, dans sa ville. Puis, avant-hier, les gens ont reçu ces lettres avant-hier et hier, il a déjà reçu 2 appels. Donc, là, vous allez me dire, 2 appels sur ça. C'est quand même extraordinaire qu'une journée après, il y a déjà 2 personnes qui l'ont contacté. Donc, c'est des personnes les propriétés n'étaient pas en vente. Ils commencent à être un peu fatigués. Je ne parle pas des immeubles, je parle des personnes. Là, ouais, ça m'intéresse. Donc, il y a déjà 2 rendez-vous la semaine prochaine. Donc, ce que je dis, ce n'est pas juste de la bullshit, ce n'est pas juste du rêve. Donc, ceux qui appliquent ces petites recettes-là, ben, ils vont connaître des succès. 99,9% des gens ne vont pas envoyer des lettres, écrire à des gens, à des propriétés qui ne sont pas en vente. Donc, ceux qui vont passer à l'action, c'est eux qui vont avoir du succès. Hier, on était avec Maude Baillargeon. On a parlé de financement en type résidentiel et de financement de type commercial. Et aujourd'hui, vous allez voir, c'est une belle suite logique à ce qu'on a fait hier avec Maude. Donc, tu sais, hier, on parlait purement côté financement, mais aujourd'hui, on va ajouter à ça avec Pierre-Olivier le côté détention. Est-ce que je l'achète perso? Est-ce que je l'achète en compagnie? Et les gens se mélangent tout le temps. T'sais, on est capable de financer des immeubles côté commercial en notre nom personnel. On l'a dit hier avec Maude. Donc, aujourd'hui, on va voir les côtés, les avantages et les inconvénients de posséder en compagnie. Est-ce que je vais payer plus d'impôts? Est-ce que je vais payer moins d'impôts? Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Donc, vous allez voir, on va pouvoir griller un peu là, Pierre-Olivier. Donc, on n'a pas une liste de questions là, très, très stricte. On va improviser ça, puis vous me posez vos questions. Pierre-Olivier va être capable de répondre également dans notre session de questions-réponses à la fin. Pour ceux-là, merci beaucoup. Vous êtes nombreux à réaliser mes petits défis. Là, hier, je pense que je vous ai activé un peu. Donc, vous avez jusqu'à dimanche pour compléter les 4 défis que je vous donne à la fin. Donc, retournez voir mes vidéos. Je vous pose une question à la toute fin des vidéos dans les 5 dernières minutes et vous avez tout simplement à aller sous la vidéo du jour en question et répondre à la question que je vous ai demandée. Je vais faire la même chose aujourd'hui. Je fais tirer parmi tous ceux qui vont avoir complété les 4 défis, donc mardi jusqu'à vendredi. Donc, en début de semaine prochaine, je vais faire un petit tirage, puis il y a quelqu'un qui va gagner une session de coaching d'une heure et demie. Donc, on va jaser tant qu'on a des questions. Là. Soit que vous venez me rencontrer à mon bureau au centre-ville de Joliette ou on se planifie une rencontre Zoom. Également, ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin d'accompagnement, ceux qui ont besoin de se faire aider par quelqu'un qui ont de l'expérience. Et là, je ne parle pas juste de moi toute seule, mais aussi des gens qui font des vidéos avec moi dans mon programme d'accompagnement. Vous avez juste à marquer en dessous le mot appel et je vais vous contacter et on va se prendre un appel de 45 minutes et on va apprendre à se connaître et on va voir si on est un bon fit pour que je puisse vous accompagner comme coach dans votre démarche d'achat d'un premier immeuble ou d'un 5e. J'ai des gens qui ont beaucoup d'immeubles. Il y en a qui en ont autant que moi qui sont dans mon programme d'accompagnement. Donc, si jamais vous voulez en discuter et voir si on est un bon fit pour que je puisse vous accompagner, marquez le mot appel en dessous. Et voilà, on arrive au cœur de l'action. Je vais faire apparaître monsieur Pierre-Olivier Desrosiers, mon voisin, qui habite devant chez moi ou presque en diagonale. Donc, on est chacun de notre côté du parc. On surveille le parc de chacun de notre côté. Lui du côté ouest, moi du côté est du parc. Je pense que c'est dans cet alignement-là. Donc, bienvenue Pierre-Olivier. Salut Steve. Donc, Pierre-Olivier, il est d'abord comptable agréé et il est aussi investisseur immobilier. Ceux qui me suivent depuis quelques mois, vous l'avez vu à quelques reprises. Donc, en janvier, il était là aussi pour mon bootcamp. Donc, Pierre-Olivier a un beau parc immobilier. Il va nous expliquer ça dans 2 petites minutes. Puis aussi, il travaille avec des travailleurs autonomes et beaucoup d'investisseurs immobiliers. Donc, ce qu'il enseigne et ce qu'il pratique dans
dans sa job de comptable, il l'applique également dans sa business immobilière. Donc, Pierre-Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter autant côté comptable, côté investisseur? Oui, donc je suis CPA, comme que tu l'as dit. Les Finances, qui est un cabinet comptable. Donc, on fait rapport d'impôt personnel, de compagnie, état financier et aussi de l'accompagnement au niveau stratégique, au niveau de nos clients. On a à peu près 80% de nos clients qui ont de l'immobilier en tant que tel, soit temps plein, soit temps partiel. Et en entreprise de service, on a à peu près 40% de notre clientèle qui sont en entreprise de service. Là, tu vas me dire que ça fait plus que 100%. C'est que c'est beaucoup de clients qui ont une entreprise de service qui ont aussi de l'immobilier sur le côté. Donc, pour ça, un peu le même modèle que j'ai mon cabinet, plus de l'immobilier de mon côté directement. Comme toi aussi, donc tu as la formation en tant que telle, ta consultation et de l'immobilier. C'est un beau mix en tant que tel à avoir au niveau fiscal, puis on est capable d'optimiser ça. Good. Puis là, côté investisseur immobilier, ça fait quand même quoi? Ça fait déjà une dizaine d'années que tu as commencé? J'ai commencé en 2013, donc ça fait, puis 2013, pas mal aux mêmes dates, là, mon premier achat. Donc, pour ça, donc ça fait 11 ans que le premier achat, c'est suite à avoir vu des vidéos de jeunes investisseurs immobiliers, puis le blog en tant que tel. Donc, quand tu étais un vrai jeune investisseur immobilier. Oui, j'avais pas de cheveux, j'avais pas de barbe blanche à l'époque. Donc, pour ça, un quatreplex à Joliette et 11 ans plus tard, en fait, mon immobilier à Joliette, je l'ai uniquement avec ma conjointe. Donc, on a 16 immeubles dans le rayon d'un kilomètre autour du centre-ville de Joliette. C'est vraiment pour notre investissement, c'est notre secteur cible en tant que tel. Et on fait du petitplex, mais de plus en plus des plus gros projets d'optimisation, de changement de zonage commercial à résidentiel, qui est des projets plus fun, je te dirais, pour nous. Plus fun, plus risqué aussi. Oui, exactement. Donc, pour ça, il est plus long à faire. Donc, son dernier gros projet sur lequel il veut travailler, Pierre-Olivier, c'est un immeuble semi-commercial. Puis, juste pour vous donner, je l'avais dit, je pense, il y a quelques mois, mais moi, j'ai fait 2 offres d'achat avec Philippe sur cette propriété-là. On ne s'entendait pas avec les vendeurs. Puis Pierre-Olivier a été plus perspicace que moi. Tu as fait 7 offres d'achat, je pense. Oui, j'ai fait 7 offres d'achat. Donc, quand on vous dit qu'il ne faut pas lâcher, là, puis il faut être perspicace, ben, il a fait 7 offres d'achat, il a fini par s'entendre. Moi, après 2, j'avais arrêté. Donc, c'est lui qui l'a. Un super de beau projet d'optimisation qu'il va faire au centre-ville. En fait, ma 5e offre a été acceptée. Donc, ça nous a permis de faire inspection, tous les démarches de notre due deal, l'évaluation aussi. Et par contre, on ne s'est pas entendu sur le prix après la visite. Il y a eu d'autres offres qui ont rentré entre-temps, donc on s'est fait kick out au niveau de la transaction. On a fait une autre offre 3 mois après quand on a su que les autres offres avaient tombé. Puis, je me suis tanné un peu, puis j'ai fait une offre sans condition en décembre passé, là, en décembre 2023. Puis en février, on notariait justement la transaction. Excellent. Donc là, tu as quoi? Tu as à Joliette, vous avez une 50aine de logements, puis tu en as aussi avec d'autres associés sur la rive sud de Montréal, je pense. Oui, en fait, à Joliette, on est rendu à 75, donc autour de 75. Puis sur la rive sud de Montréal, donc dans l'axe Sherbrooke, Bromont, Granby, avec des partenaires, on a 150 logements environ, donc pour ça. Mais là, c'est vraiment plus des 12 logements et plus. Donc, pour ça, ce qui n'est pas la même classe d'actifs, la même clientèle non plus. Puis, en fait, mon rôle est vraiment en termes de financement, cash flow, comptabilité là-dessus. J'ai des excellents partenaires pour tous les autres chapeaux au niveau de l'immobilier. Donc, ça nous a permis rapidement de justement développer notre parc dans ce coin-là. Excellent. Merci, Pierre-Olivier. Donc, aujourd'hui, on va répondre à des questions qu'on reçoit souvent. Donc, mettons que quelqu'un commence à s'acheter. On va faire un lien là, avec ce que Maude parlait hier, la courtière hypothécaire. Donc, les questions classiques. Donc, j'ai un plex, j'habite dedans, j'achète un 2e quadruplex, j'achète un 3e. Puis là, pouf, j'arrive pour m'en acheter un 4e et j'ai atteint la limite de mes ratios d'endettement. Donc, la solution, c'est que je vais me partir une compagnie, puis je vais maintenant acheter mes immeubles en compagnie. Qu'est-ce que tu penses de ça?
En 2021, c'était une super belle approche. En 2024, présentement, je ne le conseille pas. Puis en fait, je conseille plus l'inverse, carrément de continuer à l'assister au niveau perso. Tu as dressé un peu la situation tantôt au niveau du changement de l'imposition au gain capital depuis le 24 juin. Le taux d'inclusion quand on revend une propriété ou qu'on vend des placements, maintenant, est de 66 et 2 tiers au lieu de 50 %. Donc, une augmentation de l'imposition au niveau du gain en capital, que au niveau personnel, le premier 250 000 reste à 50 %. Donc, ça reste là. Mais en compagnie, dès le premier dollar, on tombe à 66 et 2 tiers de taux d'inclusion. Ce qui fait en sorte que il y a quand même un 30 % de plus d'impôts sur ton gain en capital quand tu revends en compagnie qu'au niveau personnel pour le premier 250 000. Puis avant c'était égal. Avant, c'était il y avait 50 %. Là, je vais juste donner un exemple concret. Donc, admettons que vous avez payé un immeuble 500 000 il y a 4 ans. Cet immeuble-là, vous le revendez maintenant. On va donner un exemple. Là. Donc, vous l'avez acheté 500 000 il y a 4 ans. Vous l'avez revendu le 15 juin cette année à 1 million de dollars. Vous avez fait 500 000 de gains en capital. Donc, en votre nom personnel ou en compagnie, il y a 4. Ben, en fait, si vous avez vendu le 15 juin, il n'y avait pas de différence au niveau de l'impôt que vous payez. Donc, il y avait 50 % du gain qui s'ajoutait qui devenait imposable. Donc, vous avez fait 500 000 de gains en capital. Il y avait donc la moitié de ça qui devenait imposable. Donc, c'est ça, hein, tu me corriges, là, 250 000 en personnel, 250 000 en compagnie. Ouais. Et là, on appliquait le taux d'imposition qui est à peu près, j'imagine, au maximum dans les deux cas, donc à peu près 50 %. Donc, on avait quoi, globalement, 125 000 d'impôts à payer. Grosso modo. Puis, en fait, il peut y avoir des différences, mais grosso modo, ça venait à 125 000, pas mal des deux côtés. Maintenant, mettons, on prend la même transaction. Au lieu que ce soit 250 000 qui se rajoute à votre rapport d'impôt, en compagnie maintenant, c'est 345 000. Donc, pour ça, donc il y a quand même quasiment 100 000 de plus d'imposition, ce qui va faire en sorte que ça va coûter après un 50 000 d'impôts de plus en compagnie depuis le 24 juin versus l'avoir au perso. Donc, là-dessus. Il y a d'autres règles qui s'appliquent. Donc, là-dessus, on est capable de pas de l'éviter ou de le contourner, mais de planifier ça pour avoir un impact plus faible. Par contre, il y a quand même une bonne différence là-dessus en termes d'imposition. Fait qu'au niveau impôt, maintenant, c'est un point en faveur de détenir nos immeubles au personnel. Ouais, exactement. Donc, pour ça. Et comme ça a été expliqué hier, au niveau financement, présentement, tout ce qui est financement personnel, si on exclut au niveau SCHL et les programmes APS, les taux d'intérêt, c'est vraiment plus avantageux de les avoir au niveau personnel, sur ces ratios personnels directement. Versus en compagnie, qu'on peut parler d'un 2-3 % de plus en termes de taux d'intérêt actuellement. Pour le même immeuble, pour les mêmes revenus, pour les mêmes dépenses. Donc, c'est là que ça fait une grosse différence en termes de cash flow, mais aussi en termes de dépenses nettes. Parce que si on prend justement un immeuble de 500 000 avec une hypothèque de 400 000, donc pour ça, un 2 % ça fait quand même 8 000 $ de dépenses de plus annuellement, qu'un impact direct sur la rentabilité de votre projet. Oui, c'est clair. C'est clair. Donc, OK. Donc, parlons maintenant. Donc, là, on a dévié sur mon deuxième sujet tout de suite. C'est bon? Ouais. Donc, là, on voit que dans certains cas, c'est plus avantageux au niveau personnel. Moi, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai, au mois de juillet, avec mes associés, notre dernière transaction d'un 8 logements, on a pris la décision de l'acheter en notre nom personnel à cause de l'augmentation sur le gain en capital à venir. Puis, on sait que sur cet immeuble-là, on va avoir un gain important dans les prochaines années. Donc, on avait pris la décision de ne pas le mettre dans notre compagnie pour la première fois depuis 2017. Mais maintenant, il y a quand même des avantages, puis il y a d'autres inconvénients également à acheter en compagnie. Ça serait quoi des exemples d'avantages, Pierre-Olivier, de détenir un parc immobilier ou un immeuble en compagnie? En fait, le plus gros, je te dirais, c'est vraiment la création de pertes grâce à l'amortissement. Au niveau personnel, amortir un immeuble, on ne peut pas se créer de pertes. Donc, si par exemple, on a la possibilité de prendre un 8 000 $ d'amortissement sur l'immeuble,
mais que l'immeuble a seulement 2 000 de profit au niveau personnel, mais c'est seulement 2 000 qu'on est capable de prendre d'amortissement sur l'immeuble. Par contre, en compagnie, on peut prendre le 8 000 au complet et se créer une perte de 6 000 Ça va faire en sorte que, plus en plus, quand vous avez des immeubles, mais vous allez pouvoir créer des pertes au niveau de votre entreprise incorporée et faire en sorte que si vous avez une transaction, donc vous vendez un immeuble, ça se peut très bien que vous ne payez aucun impôt parce que les pertes que vous allez avoir cumulées vont pouvoir s'appliquer là-dessus. Parce que c'est ça, on peut cumuler les pertes pendant plusieurs années. Là, comme nous, moi et Philippe, dans notre compagnie, je pense qu'on est rendu avec des pertes cumulées, entre autres causées par l'amortissement. On doit être rendu à plus de 300 000 de pertes cumulées. Donc, la journée où je vends un immeuble et j'ai 300 000 de gains en capital, je ne paye pas d'impôt finalement. En fait, 300 000 de gains capital imposables. Donc, oui, qui va être à peu près un 450 000 de gains capital. Exactement. Donc là, ça peut venir complètement offsetter. Donc, nous, on a vendu, par exemple, on a vendu une maison locative, on a vendu un quadruplex à Montréal, puis on ne payait pas d'impôt. Oui, exactement. Pour ça. Oui, c'est de l'impôt que tu vas payer un jour quand tu vas tout vendre ton parc puis sortir l'argent, mais on est capable de vraiment reporter très longtemps l'imposition là-dessus, qui est, selon moi, le plus gros avantage, justement, à détenir en compagnie de l'immobilier. Aussi, là, tu as des partenaires, justement, au niveau de ton immeuble. Si, justement, il y a des frictions, il y a un partenaire qui veut sortir maintenant, au niveau de ton partenaire que tu as depuis cet été, ben, tu as une transaction de notariée à faire. Donc, là-dessus, pour rester chez parts, il y a la taxe de mutation, tout dépendamment des parts de la personne, ça se peut qu'il y en ait un autre à payer. Tandis que si ça a été détenu en compagnie, mais ça a été une transaction au niveau des actions, donc tu as racheté les actions de ton partenaire, et à ce moment-là, il n'y aurait pas eu d'acte notarié ni de taxe de mutation qui s'applique là-dessus. Effectivement. Donc, c'est le cas qu'on a fait, nous, cet été, au mois de juin. Donc, on a racheté 75 des actions d'une compagnie, d'un 27 logements. Donc, on possédait 25 puis on a fait une transaction sans passer chez le notaire. Ça s'est fait via un bureau d'avocats. Donc, ils nous ont émis des actions puis une vente de ce côté-là. Donc, il n'y a eu aucun changement à la ville de propriété. C'est la même compagnie qui détient l'immeuble. C'est juste les actionnaires qui ont changé de ce côté-là. Exactement. Donc, quand vous commencez un partenariat, c'est là qu'en termes de protection, l'incorporation peut être un bon élément, surtout si vous êtes nouveau en immobilier et votre partenaire aussi. Parce que vous ne voulez pas, l'immobilier, comme tu te l'as dit tantôt, c'est pas fait pour tout le monde. Puis, souvent, justement, dans les 2-3 premières années, c'est là qu'on se rend compte si c'est fait pour nous ou pas, ou la façon qu'on veut faire l'immobilier aussi. Là. Okay, donc, s'il y en a un qui réalise que ce n'est pas pour lui, c'est peut-être plus facile quand on est en compagnie. Les autres rachètent ses actions, puis on s'évite des frais. Bon, on s'évite des frais de notaire, puis d'une taxe de bienvenue, mais d'un autre côté, on a quand même des frais d'avocat. Oui, exactement. Puis, l'autre chose, c'est aussi en termes de patrimoine familial. Parce que si justement votre objectif, c'est d'être capable de léguer ça à vos enfants par la suite, ben, il n'y aura pas d'imposition à la revente de l'immeuble si c'est détenu en compagnie, parce qu'en réalité, ça va être des actions que vous allez vendre à ce moment-là ou cristalliser. Donc, il y a de la planification qui peut être faite pour reporter l'imposition encore là. Et c'est faire en sorte qu'il n'y a pas de taxe de mutation. En fait, taxe de mutation avec les enfants, on est capable normalement de les éviter là, pour ça, mais il n'y a pas de transaction notariée, justement. Donc, là-dessus, ce qui fait en sorte que pour léguer du patrimoine, l'incorporation est un bon moyen. OK. J'aimerais ça que tu me parles un peu du taux d'imposition. Je ne t'avais pas préparé à ma question, mais je suis sûr que tu connais ça sur le bout de tes doigts. Donc, souvent, les gens disent, je vais acheter mes immeubles en compagnie, je vais payer moins d'impôts. Mais le taux d'imposition est quand même très élevé. C'est quoi? C'est 50,51, quelque chose comme ça? En fait, le taux d'imposition de la compagnie, c'est 51 %. Donc, pour ça, au niveau personnel, c'est 53 % et des poussières. Là. Donc, le taux maximum. Par contre, ça, c'est l'imposition dans la compagnie. Après ça, il faut que tu te sors l'argent au niveau personnel. Et c'est là qu'en bout de ligne, ça vient à peu près à du 56 % le taux d'imposition maximum sur en l'ayant détenu en compagnie. Donc, il est versé au personnel versus un 53 % au niveau personnel directement. Donc, c'est là que, globalement, pour
en termes de taux d'imposition, au final, tu es plus imposé en compagnie. Par contre, en termes de planification, c'est beaucoup plus simple de planifier en compagnie qu'au niveau personnel en tant que tel. Et il parlait du rapport de perte tantôt. C'est un des excellents moyens, justement, de minimiser l'impôt pour faire en sorte qu'au lieu de payer l'impôt cette année, mais ça peut aller dans 15 ans que tu vas payer l'impôt en tant que tel. Donc, tu sais, en fait, c'est pas qu'on paie, c'est ça, c'est pas qu'on paie pas l'impôt, on le reporte à plus tard. Ouais. Puis, tu sais, l'argent, dans le temps, elle se déprécie. Donc, on les détient à très long terme. Ben, le fait de reporter notre impôt, quand on actualise ça aujourd'hui, c'est un petit calcul là, d'actualisation qu'on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais ça fait que ça peut être avantageux quand même. Oui, exactement. Donc, pour ça, puis, il y a la protection légale au niveau des actifs. Donc, vu que c'est détenu directement en compagnie, donc si vous avez des poursuites pour vices cassés, si vous avez vendu avec garantie légale, puis justement, il y a des vices qui sont identifiés, mais il y a la protection de la compagnie qui embarque en tant que telle, parce que c'est au niveau personnel, mais c'est vous personnellement qui peut être poursuivi et tous vos actifs en tant que tel que vous avez personnellement. Exactement. Donc, m'acheter un immeuble qui a beaucoup de risques, qu'il y a peut-être, on n'est pas certain, si on veut faire un flip, par exemple, puis on ne connaît pas très bien la propriété, on la revend. Moi, c'est sûr que je ne l'achèterai pas en mon nom personnel, je l'achèterai au nom de la compagnie. Quitte à payer plus d'impôts, ça ne me dérange pas, mais d'un autre côté, je ne vais pas me faire saisir ma maison, je ne vais pas me faire saisir mon auto parce que ça va se limiter à la responsabilité de l'entreprise. Oui, exactement. Puis, en détenant en compagnie, il y a aussi des ventes d'actions qui peuvent être faites. Donc, au lieu de vendre l'immeuble, on peut vendre des actions de la compagnie et de faire en sorte que toi, personnellement, tu détiens des actions. Tu vends les actions, tu as un gain capital dessus. Donc, le premier 250 000 qu'on a parlé tantôt, il est applicable sur les ventes d'actions aussi. Donc, on est capable de planifier le fait que oui, tu détiens l'immeuble en compagnie, mais au lieu de vendre l'immeuble, tu vends les actions, puis au niveau fiscal, au niveau personnel, mais tu es avantageux directement. Mais là, c'est vraiment une planification à faire, puis il y a des scénarios que c'est avantageux, puis d'autres non, autant pour l'acheteur que le vendeur. Là. OK, c'est bon. Maintenant, là, je vois des questions passer, donc je vais poser la même question, mais dans deux sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande, je vais la faire apparaître, là. Guillaume qui demande, est-ce que tu peux transférer un immeuble de personnel à, là, j'imagine que tu veux dire à entreprise, là. Je ne suis pas sûr que tu parles du financement ici, mais ma question, moi, elle est, est-ce que je peux prendre un immeuble que je détiens personnel et le transférer dans mon entreprise? Oui, donc dans le fond, ça s'appelle un roulement d'actifs. Donc, ça fait en sorte que ton immeuble, dans les faits, tu vas le vendre à ta compagnie directement. Tu es capable d'éviter la taxe de mutation si au niveau de la détention des actifs, tu as plus de 90% des actions par la suite. Au niveau fiscal, on est capable de reporter l'imposition parce que si, par exemple, tu as acheté 500 000, il vaut 1 million présentement et que tu as un solde d'hypothèque en bas de 500 000, on est capable de transférer à la compagnie sans impact fiscal. Donc, c'est vraiment quand la compagnie va revendre que là, l'imposition va être faite sur le 1 million ou la valeur que ça va être rendu et pas au moment du roulement. Pour ça, donc, c'est ça. Donc, on est capable de le faire sans problème, mais il y a des éléments à valider parce que si ton solde d'hypothèque est plus gros que ton prix d'achat initial amorti, donc si tu as pris de l'amortissement aussi, ça l'impact, ben, tu peux avoir une imposition qui en découle. Donc, nous, on a fait ça souvent. Je pense que toi, tu l'as fait aussi à une certaine époque. Ouais. Donc, moi, en 2017 et 2021, probablement la dernière fois qu'on a fait ça, on prenait nos immeubles qu'on avait détenus personnellement, puis on les roulait dans notre compagnie. À chaque fois, ça nous coûtait à peu près 6 000 – 7 000 de mémoire, là, parce qu'on avait un fiscaliste qui était impliqué, un avocat fiscaliste, on avait notre comptable, puis on avait le notaire à payer. Donc, c'était 3 professionnels qui travaillent ensemble pour faire ce roulement fiscal-là, mais on n'avait pas de... Nous, on était 50-50 en personnel, puis on était 50-50 dans la compagnie, donc on ne payait pas... On payait un 200 $ de frais de transfert à la ville, mais il n'y avait pas de taxe de mutation de ce côté-là. Maintenant, ma question, puis là, tu vas pouvoir nous en parler parce que tu viens de le faire, si tu me permets. Là, Toi, tu viens de faire l'inverse. Tu viens de prendre un immeuble détenu dans ta compagnie, puis tu viens de te le vendre personnellement. Pourquoi? Parce que j'ai trop d'immeubles. Donc, pour ça, ce qui fait en sorte qu'au niveau financement personnel, je ne sais pas si hier, ça a été discuté, mais il y a certaines institutions qui permettent de financer sur tes ratios personnels
des immeubles détenus en compagnie directement. Ce qui fait en sorte que tu peux profiter du taux d'intérêt, des avantages justement d'intérêt personnel pour aller chercher plus de financement et des taux d'intérêt plus bas directement. Par contre, avec le portefeuille qu'on a, on a trop d'immeubles, trop de portes présentement pour se qualifier dans ces programmes-là directement. Donc, présentement, au niveau des financements commerciaux, mes ratios d'endettement, en fait, mes ratios prêt-valeur, au niveau de mon immeuble que j'ai vendu, ils étaient maximisés à du 45 %. Donc, je ne pouvais pas emprunter plus que 45 % de la valeur de mon immeuble. Ah mon Dieu, ça veut dire que tu as une bonne partie d'équité qui reste coincée là-dedans. Là. Exactement. Donc, il y a vraiment une grosse partie d'équité qui était coincée. Mon taux d'intérêt était proche du 7 % en tant que tel aussi. Donc, je payais beaucoup d'intérêt. Et hier, justement, on se l'est vendu personnellement parce que au niveau personnel, on est capable d'accéder 80 % de reste pré-valeur. Le taux d'intérêt, on va avoir 4,84 % pour 3 ans sur l'immeuble. Donc, ce qui fait en sorte que c'est une grosse économie en termes de rentabilité opérationnelle annuellement avec le taux d'intérêt. Et de l'autre côté, mais je vais monter en exemple tout de suite. Mon paiement en capital est moins important, même si mon solde d'hypothèque va être 50 % plus haut. Ah oui. Donc, pour ça, donc ma compagnie me l'a vendu. Dans ce sens-là, il n'y a pas de roulement possible. Donc, c'est vraiment une vente, ils ont de l'imposition directement qui embarque. Donc, la compagnie est censée payer de l'impôt. Exactement. Donc, pour ça. Donc, j'ai un revenu imposable. Par contre, j'ai des pertes cumulées suffisantes pour réduire à zéro, justement, cette imposition-là. Je vais la payer plus tard, mais présentement, justement, je suis capable de la rapporter. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai pu faire cette transaction-là. Oui, ça m'a coûté un notaire pour la vente, une nouvelle acte d'hypothèque aussi. Par contre, il n'y a pas d'autres frais rattachés à ça. Tu ne payes pas la taxe de bienvenue, là? Non, exactement. Tu ne payes pas la taxe de bienvenue non plus parce que 90 % des actions votantes étaient détenues par moi et ma conjointe au niveau personnel. Donc, on est capable de l'éviter également là. Donc, on a le 200-250 $ de frais administratifs là, donc qu'on paye et c'est tout. OK. Ah, c'est bon, ça. Donc pour ça. Puis, je dirais à partir du moment que vous avez plus de 40 logements dans une compagnie ou au personnel au niveau total, c'est là que c'est beaucoup plus restrictif en termes de financement, c'est beaucoup plus complexe. Pour mes petits plex, présentement, c'est un défi pour moi de refinancer convenablement parce que, justement, j'ai trop d'actifs donc là-dessus. Par contre, au niveau des 5 logements et plus, avec les programmes SCHL, avec les programmes APS, mais ça permet de chercher des beaux financements. Pour ça, mais vraiment, mon défi actuellement, surtout avec les taux d'intérêt actuels, c'est vraiment mes petits plex en tant que tel. Puis là, pourquoi tu dis, mettons, qu'en compagnie rendue à peu près à 40 logements, ça devient plus difficile, le financement dans ta compagnie? Parce que dans le fond, en fait, le financement dans la compagnie sur tes ratios personnels. OK. Pour ça, parce que, en fait, ils ont fait le tour de toutes les institutions avec mon courtier hypothécaire et celui qui allait le plus haut, c'est vraiment jusqu'à 40 logements. Pour ça, j'aurais pu passer, mais avec la taille de mon portefeuille actuellement, je ne suis plus capable d'être admissible à ces programmes-là directement. Donc, pour ça. Mais ça veut dire que 40 logements qui peuvent être détenus en compagnie ou au personnel, financés sur tes ratios personnels directement. Donc, il y a d'autres critères à respecter. Là. Donc, mais ça fait en sorte que tu peux avoir quand même un beau parc de 40 logements au personnel avec la même institution et ça fonctionne bien. OK. OK. Mettons, tu m'as donné tantôt, là, juste avant qu'on rentre en ondes, tu m'as donné un exemple. Là, je ne me rappelle plus exactement, donc tu pourras me le répéter. Mais mettons que je possède tous mes immeubles dans ma compagnie. Immeuble Força, là. On possède, je sais pas, on possède 100 logements là-dedans. Et là, je sais que dans 2 ans, je veux vendre un de mes immeubles. Mettons, un 8 logements, je veux le vendre dans 2 ans. Tu me parlais d'une stratégie là, qui pouvait être faite de se créer une nouvelle compagnie et de déplacer l'immeuble. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui. Dans le fond, justement, si d'avance, vous savez que vous allez vendre l'immeuble dans plus de 2 ans en tant que tel, donc plus de 24 mois, il y a une stratégie au lieu de vendre l'immeuble dans 24 mois, ça pourrait être directement les actions de la compagnie. Donc, on part une nouvelle compagnie, on déplace l'immeuble, puis là, on vend la compagnie. Exactement. Donc, tu roules l'immeuble directement donc dans cette compagnie-là et tu vas vendre justement les actions de cette compagnie-là.
C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de taxe mutation pour l'acheteur. L'autre chose, c'est qu'au niveau de l'imposition, ton imposition va être faite sur, prenons pour acquis que c'est détenu personnellement, là. Donc, le premier 250 000 de gain capital va rester à du 50 de taux d'inclusion. Donc, tu as un avantage fiscal qui peut représenter à peu près un 30 000. Là. Donc, pour ça, pour un couple, d'impôts à éviter. Et aussi, c'est qu'en vendant les actions de la compagnie, la dette fiscale que tu as, parce que veux pas, tu as peut-être amorti l'immeuble, mais va être transféré à l'acheteur. Donc, c'est là qu'en termes de mise de fonds pour l'acheteur, ça se peut très bien que ça réduise de 5, 10, 15, 20 sa mise de fonds parce qu'il va assumer la dette fiscale directement de ta compagnie. Mais il va falloir que tu payes, qu'il paye les actions en conséquence, par exemple. Oui, il paye les actions en conséquence, donc pour ça. Donc, puis j'ai fait l'année passée, personnellement, une transaction d'achat d'actions à l'automne passé. Puis, oui, il y a des frais engagés. Là, on ne le fait pas pour un 4plex. Là, ça prend un immeuble d'une certaine valeur pour que ça vaille la peine. Mais ça permet de mettre moins de mise de fonds, justement. Ça peut aussi faciliter le financement si le vendeur reste actionnaire en partie pour une certaine période. Ça peut aussi permettre de, si par exemple c'est un 750 000 de plus-value au niveau des actions, ben, de te faire rester 250 000 à chacune des années durant 3 ans. Donc, ça fait en sorte que tu vas profiter 3 fois du 50 de taux d'inclusion. Donc, il y a de belles planifications à faire là-dessus. Par contre, les frais et les honoraires sont beaucoup plus importants qu'une transaction régulière. Ben oui, c'est clair, là, effectivement. Good. Donc, si je résume, là, pour quelqu'un qui débute là, ou quelqu'un qui a peu d'immeubles, je pense que présentement, ça reste que c'est une bonne stratégie de rester le plus longtemps possible en notre nom personnel. Oui. Peut-être que la situation va changer quand les taux d'intérêt redescendront un peu plus bas, là. Oui, mais présentement, ça ne semble pas être... Oui, il y a des avantages, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui débute, je ne pense pas que c'est la chose à faire là, de partir une compagnie. Attends, ils sont qu'en 2021, les taux d'intérêt commercial étaient autour de 2% en compagnie. Ça faisait que au moment de l'achat, on avait des ratios, en fait, on avait un 20% de mise de fonds à apporter, puis même couvrir. Sur des plex, là. Donc, pour les petits plex, donc pour ça. Donc, c'est super facile d'acheter des petits plex si on avait les mises de fonds à ce moment-là. Les refinancements étaient faciles aussi. Là, présentement, c'est que peut-être que ta mise de fonds va être de 40, 45, 50% que tu vas avoir besoin au niveau du département commercial. Donc, beaucoup plus de mise de fonds. Taux d'intérêt beaucoup plus haut qu'au niveau personnel. Donc, c'est là que présentement, le marché, c'est vraiment plus financement personnel, détention personnelle, surtout au niveau de l'imposition. Puis, comme tu as dit, peut-être que dans 1 an, 2 ans, il va y avoir un retour de balancier, puis l'équilibre va être plus en termes de compagnie. Mais présentement, justement, le mieux, c'est au niveau personnel. Là, la pire erreur que je vois, puis que je vois depuis 5 ans, c'est de créer une compagnie pour aller chercher une masse de crédit de la compagnie directement et de ne pas avoir de projet. Je ne sais pas à combien de compagnies que je suis rendu à accompagner mes clients à dissoudre la compagnie parce qu'ils ont créé une compagnie, il y a des projets immobiliers, ils en ont fait un, finalement, l'immobilier, c'est pas pour eux, ils l'ont vendu rapidement. Puis ça fait en sorte que, oui, ou ils n'ont même pas fait d'achat immobilier parce qu'ils sont sortis de la PA, puis ça fait le marché a tellement bougé depuis 3 ans qu'ils sont bloqués en termes de financement. Donc, c'est là que, avant de créer une compagnie, mais assurez-vous d'avoir une PA acceptée, que les conditions sont toutes levées en tant que telles, et là, créez votre compagnie. C'est pas long de créer une compagnie, ça se fait en 2 jours, même pas. Exactement. Donc, pour ça, donc c'est hyper rapide à faire. Donc, vous pouvez attendre à 1 semaine avant le notaire, quasiment, puis le faire ça. Puis, ça va vous permettre de sauver les frais. Moi aussi, des clients qui, justement, ils ont créé leur compagnie,
il a fallu déclarer à zéro durant 1, 2, 3 ans. Finalement, leur projet de vie a changé, puis là, ils dissoutent. Donc, ils ont peut-être dépensé un 5-6 000 en 3 ans. En frais comptables. En fait comptable, en frais d'avocat, en termes pour la création aussi de la compagnie, pour absolument rien. Parce que toi, mettons, quelqu'un se part une compagnie puis qu'il ne se passe rien dans une compagnie, à chaque année, il faut que tu fasses quand même un état. Tu déclares à zéro, mais toi, en tant que comptable, est-ce que tu factures quelque chose pour cette opération-là? Oui, parce que dans le fond, il y a un rapport d'impôt à zéro à faire. Donc, pour ça, même si c'était zéro, donc mettons, ça coûte combien faire ça pour une compagnie? Autour de 800. Donc là, mettons que ça fait 5 ans que ta compagnie t'es rendu à 4 000 de comptable, plus la TPS TVQ, plus la démarrage de la compagnie. Puis là, ils vont te repayer pour que tu fermes la compagnie finalement. Là. En fait, repayer un avocat, un notaire pour la fermer, la dissoudre. Donc, ça va être un autre 500 000 $ pour ça aussi. Donc là, on est peut-être rendu, sur 5 ans, on est peut-être rendu à 10 000 là. Donc, de frais pour avoir rien fait. C'est ça, mais là, sans nommer personne, mais il y avait quelqu'un qui était assez actif il y a quelques années, je ne sais pas s'il fait ça, mais il incitait les gens à se partir plein de compagnies pour aller chercher des marges de crédit, mais une année, c'est parce que ça finit par avoir un coût, là. Oui, exactement. Donc, pour ça, puis là, au niveau des marges de crédit, c'était hyper facile, justement, là, 4 ans, 4-5 ans pour aller les chercher. Là, les critères ont été beaucoup resserrés en tant que tel. Donc, c'est plus le 100 000 facile de marge de crédit. Souvent, c'est un 30-35 000 la première fois. Écoute, c'est drôle qu'on parle de ça. On n'avait pas prévu parler de ça aujourd'hui, mais hier, je parlais à quelqu'un que tu connais chez Desjardins pour notre nouveau 27 logements qu'on vient d'acheter en compagnie, puis il n'y avait pas de marge de crédit associée à ça. Donc, on a dit, écoute, on veut avoir la SLA, là, la solution libre à faire de Desjardins. Nous, on en a déjà 4, je pense, des SLA dans d'autres compagnies. Puis là, il m'a dit, il dit, oui, je vais faire la demande, mais il dit, ça se peut qu'il te demande de baisser tes marges dans tes autres compagnies pour que je en octroie une ici. Donc, finalement, on a fait une demande. Au lieu de faire la demande à 100 000, on a fait une demande 35 000, donc 10 000 Visa, carte de crédit, puis 25 000 marge. Et peut-être ultérieurement, dans le futur, essayer de faire augmenter. On n'en a pas de besoin, de toute façon, dans cette compagnie-là. C'était plus pour avoir une carte de crédit, là. Mais effectivement, il m'a dit la probabilité que si je vais à 100 000, c'est qu'ils vont faire baisser tes autres marges dans tes autres compagnies. Donc, c'est plus difficile qu'avant. Oui, exactement. Donc, beaucoup plus complexe. Puis surtout, c'est la nature des activités de la compagnie, c'est de la détention d'immeubles. C'est beaucoup plus restrictif présentement. OK, parce que tout le monde, en fait, c'est que tout le monde prenait leur marge de crédit, puis ils se prêtaient ça à d'autres compagnies, etc., pour servir comme mise de fonds. Là. Oui, exactement. Good, excellent. Donc, Pierre-Olivier, je vais juste faire réapparaître ma petite diapo, puis on va continuer à répondre aux questions après coup. Je vais juste continuer ici. Donc, ceux qui doivent quitter, donc j'avais dit 45 minutes. Donc, le défi de la 4e journée, donc ce que je vous demande de faire est de commenter en dessous du vidéo du jour dans le groupe là, L'immobilier, un levier vers l'indépendance financière, le groupe Facebook. Donc, c'est quoi votre position après avoir écouté là, ce que Pierre-Olivier vient de dire? C'est quoi votre par rapport à votre situation à vous. Donc, est-ce que vous allez acheter en nom personnel? Est-ce que vous allez partir une compagnie? Ceux qui ont déjà une compagnie, est-ce que vous allez recommencer à acheter au nom personnel ou continuer à acheter dans votre compagnie? Donc, faites-nous un petit peu là, votre réflexion par rapport à votre structure et votre structure actuelle et où ce que vous allez faire dans le futur pour vos prochaines acquisitions basées sur les informations très, très rapides qu'on vient de voir là, avec Pierre-Olivier. Donc, Pierre-Olivier qui est comme sorti de mon écran. Je pensais qu'il s'en allait du côté gauche, mais je vais faire réapparaître dans 2 minutes. Là. Je ne l'ai pas kické out. Pour ceux qui aimeraient ça prendre un appel avec moi, j'ai appelé ça l'appel Liberté avec l'immobilier. C'est un appel de 45 à 60 minutes. On apprend à se connaître, on apprend à jaser de vos projets immobiliers, pourquoi vous voulez faire de l'immobilier, est-ce que c'est pour vous et est-ce que vous avez besoin d'accompagnement. Donc, l'objectif de l'appel, ce n'est pas juste pour parler, c'est aussi pour, moi, je veux apprendre à vous connaître, vous voulez apprendre à me connaître, puis on veut voir si on est un bon fit. Moi, je veux voir si je peux travailler avec vous comme apprenant et vous, si je peux être votre coach également. Donc, c'est vraiment pour voir si on est un bon fit pour que je puisse vous accompagner dans mon programme d'accompagnement qui s'appelle Sherpa Immobilier. Donc, je ne fais pas de pitch de vente aujourd'hui. Donc, c'est un programme, donc un mix de programmes de formation préenregistrés, de l'accompagnement hebdomadaire pendant plusieurs mois. On a des formations en groupe, en classe également. Donc, c'est un mix de tout ça. Donc, si jamais vous êtes intéressé à un programme d'accompagnement, marquez le mot « appel » en dessous ou je pense qu'il y a les liens aussi qui apparaissent là, en dessous ou en haut du groupe Facebook. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus ou juste marquer le mot « appel » puis je vais aller chatter avec vous.
Puis on se prend un appel dans les 2-3 prochaines semaines pour discuter de ça, de vos projets, puis voir comment on peut travailler ensemble pour que vous atteigniez vos objectifs. Moi, mon objectif, c'est pas juste que vous achetiez pour acheter, c'est que vous soyez capable de vous développer un parc pour atteindre vos objectifs à vous et non pas les miens à moi. Donc, ceci dit, merci. Avant que je fasse réapparaître, donc Pierre-Olivier, merci beaucoup pour ces 4 dernières journées-là, pour tous ceux qui ont participé. Et je devrais refaire un autre bootcamp. Je pense que je vais en faire un au courant du mois d'octobre également, sur une thématique bien particulière. Je veux faire un petit partenariat avec quelqu'un pour le faire, donc j'en parle pas pour le moment, sur un des sujets qui revient le plus fréquemment dans les difficultés des investisseurs immobiliers. Donc, restez à l'affût, je vais vous aviser par courriel. Merci pour tout et on se retrouve soit dans un appel ou on se retrouve dans mes prochaines vidéos que je vais faire à toutes les semaines à partir de maintenant. J'avais pris une petite pause cet été. Donc, je fais réapparaître Pierre, Olivier et on va répondre aux questions des gens. Laissez-moi juste aller les voir. Donc, bon, quelqu'un qui avait dit, je pense qu'on a répondu à ça. Qu'en est-il de l'option de revendre la compagnie qui détient l'immeuble plutôt que de vendre l'immeuble? Est-ce que ce sont les mêmes enjeux? Une des particularités que Pierre-Olivier a commencé à parler tantôt aussi, c'est que quand on va vendre une compagnie ou les actions de la compagnie, on ne va pas vendre les actions de la compagnie. Admettons, là, dans mon cas, j'ai un 27 logements qu'on vient d'acheter avec Philippe. On a acheté des actions de la compagnie. Quand on achète des actions, si l'immeuble vaut, par exemple, 2,5 millions, mais qu'il y a de l'impôt à payer sur cette compagnie-là, Pierre-Olivier, tu vas le dire en des mots plus comptables que moi, là, mais je ne peux pas vendre mes actions au prix de mon immeuble. Donc, il doit y avoir un ajustement du prix de mes actions. C'est bien ça? Oui. Puis, en fait, pour, mettons, résumer, là, donc, un immeuble à 2,5 millions, mais, par exemple, que tu as un 2 millions de financement à l'intérieur de la compagnie. Donc, en réalité, il y a un 500 000 d'équité. Donc, pour ça. Et peut-être qu'en termes d'impact fiscal, il y a un 150 000 de factures fiscales qui en découlent. Donc, ce qui fait en sorte que la vente d'actions se ferait à un prix autour de 350 000 en tant que tel. 2 350 000. Non, de 350 000. Donc, le 2,5 millions moins le 2 millions d'hypothèque, moins le 150 000 d'impôts à payer, qui fait en sorte que ce serait à 350 000, justement, que les actions se transiraient à ce moment-là. OK. Donc, pour ça. Puis, tu l'as vécu, hein, tu as attaché un refinancement au même moment en tant que tel pour te permettre de rester des partenaires. Donc, il y a des particularités à ce niveau-là pour s'assurer que, justement, l'intérêt reste déductible aussi par la suite au niveau de l'argent que tu vas sortir de la compagnie pour racheter les actions de tes partenaires directement. Exactement. Comme dans notre cas, là, je donne les chiffres ronds, là, j'arrondis, mais dans notre cas, notre immeuble valait, au moment où on a fait la transaction, en valeur agréée, ça valait 2 60 000. Et le rachat d'actions de mémoire, c'était autour de 1 million de dollars, le rachat d'actions dans notre cas. On avait une dette de 800 000, plus il y avait des avances que les actionnaires avaient fait. Donc, on a payé les actions 1 million de dollars de notre côté. On est allé chercher un financement dans notre nouvelle compagnie. Donc, sur le 2 60 000, on est allé chercher un financement et on va être capable de rembourser le 1 million de dollars d'actions qu'on a achetées de nos associés. On va mettre la question d'Éric. Donc, il y a plus qu'une question. Donc, je regarde pour investir avec mes 2 enfants adultes. Est-ce que nous allons mettre la mise de fonds pour eux? Donc, c'est les parents qui mettent la mise de fonds. Est-ce qu'avec un simple contrat notarié, c'est correct comme structure en cas de décès, de vente et de financement? Ou est-ce que ce serait peut-être mieux d'avoir une entente de partenariat ou je ne sais pas. Je te balance la question. C'est peut-être pas comptable, le truc ici, là, mais... Donc, pour ça, dans le fond, l'ensemble de la mise de fonds va être apporté par toi, Éric, directement, avec justement un contrat notarié que justement, ça fait en sorte que, par exemple, la mise de fonds, c'est un 100 000, que justement, c'est vous qui apportez le 100 000, mais en cas de décès, les enfants vont vous racheter l'immeuble et en plus de ça, le 100 000 de mise de fonds va être remboursable. Donc, pour ça, c'est comme si vous avez fait un prêt au niveau de l'immeuble directement. Et si vos enfants, c'est eux, vos bénéficiaires au niveau du testament, ça n'aura pas nécessairement d'impact parce qu'ils vont
recevoir chacun 50% du billet pour ça. Par contre, s'il y a d'autres personnes impliquées au niveau du testament, mais c'est là que les enfants vont peut-être se retrouver avec une dette ou un montant à payer à d'autres personnes pour ça. Donc, mais oui, ça s'attache, puis on peut prévoir beaucoup de scénarios avec le contrat notarié et avec le testament directement pour planifier ça. En termes de refinancement, par contre, donc c'est là que je vois de plus en plus des scénarios qui bloquent là, en termes de financement. Parce que, par exemple, Eric, dans 5-10 ans, tu prends ta retraite, tu n'as plus de revenus actifs, tu n'as plus de salaire, tu tombes sur des rentes, donc moins de revenus d'un côté. Tu as peut-être déjà une maison avec une hypothèque aussi de ton côté. Donc, en termes de ratio d'endettement, peut-être que tu n'es pas capable d'emprunter ou de refinancer ton immeuble. Tes enfants, peut-être que de leur côté, sont encore aux études ou qui n'ont pas nécessairement de salaire en tant que tel, qui va faire en sorte que autant toi que tes enfants, vous n'allez pas être capable de vous qualifier en termes de refinancement au niveau de votre immeuble. Donc, pour refinancer, aller chercher des fonds supplémentaires sur l'immeuble, peut-être que ça va vous bloquer ça, tout dépendant de votre situation. Donc, ça va être à planifier à savoir, est-ce qu'il y a une personne entre toi, ta conjointe, tes enfants, et qui va être admissible en termes de refinancement, qualifiable, pour vous aider à qualifier l'immeuble, puis à aller chercher un refinancement par la suite. Ça, je pense que tu vas l'aimer, cette question-là. Donc, si on n'a pas l'intention de vendre l'immeuble, là, je prends à court terme ou à moyen terme. Donc, Pierre-Olivier, avant d'entrer en ondes, me parlait de son cas à lui, qui veut garder ses immeubles très longtemps. Est-ce que ça reste une bonne idée d'être en compagnie? Tu m'as répondu, toi, personnellement, mais vas-y avec ton opinion professionnelle aussi. Oui. En fait, si, Gloria, tu fais de l'immobilier depuis un bout, que tu sais que tu aimes ça en tant que tel et que tu vas en faire à très long terme, oui, la détention en compagnie peut être une très bonne idée, surtout dans le cas de léguer le patrimoine aux enfants. Parce que ça va permettre de faire que, en fait, que la valeur de la compagnie soit gelée au moment que les enfants arrivent, que la plus-value créée soit dans leurs mains à eux, mais qu'il n'y ait pas de transaction en termes de vente des immeubles en tant que tel, parce que ça va être transféré au niveau des actions de la compagnie. Donc, en termes de legs, c'est super la structure en termes de compagnie pour pouvoir transférer le patrimoine. Puis, on a parlé tantôt de mon assaut semi-commercial que j'ai fait. C'est un immeuble emblématique de Joliette. Puis, pour moi, mon intention, c'est que ça arrive dans la famille de façon à très, très long terme. Donc, juste pour cet immeuble-là, je l'ai acheté en compagnie, même si au financement, c'était plus compliqué. Au niveau fiscal, c'était désavantageux parce que je sais très bien que c'est un immeuble que je veux détenir à très, très long terme en tant que tel. Donc, pour ça. Et il y a aussi l'utilisation du report de perte qui a un gros avantage aussi, surtout quand vous faites de l'optimisation d'immeubles. Pierre-Olivier, je ne sais pas si tu me dis oui ou non. Tu n'es pas obligé de répondre à ma question, puis on va rester générique. Je sais qu'il y a des gens qui vont aussi utiliser l'achat en compagnie parce qu'ils veulent faire du prêt privé. Ils veulent aller chercher des prêts privés, mais les banques, parfois, ne veulent pas qu'il y ait de prêts privés ou de prêts de deuxième rang sur des immeubles. Puis, ils vont utiliser des prêteurs privés, mais au lieu de donner des immeubles en garantie, ils vont donner des actions de la compagnie en garantie. Okay. Est-ce que c'est un des avantages d'être en compagnie? Oui, en fait, c'est un avantage. Par contre, en faisant ça, souvent dans les contrats de prêt hypothécaires, il y a une clause là-dessus. Et si, justement, l'institution financière découvre cette situation-là, tu tombes en défaut et tu tombes dans les comptes spéciaux directement au niveau de tous les prêts avec l'institution et tu es barré par la suite. Donc, veux pas, tu es très à risque là-dessus quand tu hypothèques les actions, justement, de ta compagnie, parce que c'est une clause de défaut importante au niveau des contrats de prêt. Par contre, avec la situation des dernières années, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont été vers ça pour être capable de rester à flot, puis pas tomber en risque d'illiquidité au niveau de leur portefeuille, surtout quand
ton taux d'intérêt passait du 2 à du 7% en tant que tel, que ton cash flow tombait négatif, puis tu avais besoin de refinancer ou d'avoir du financement supplémentaire pour passer. Mais il y a le risque justement de défaut là-dessus. Exactement. J'aime bien cette question-là. Nous, on a vécu ça l'année passée avec Philippe. On avait fait faire une évaluation comme ça. Donc, Eric qui dit, côté assurance vie personnelle, donc comment est-ce qu'on sait si on est assez assuré pour couvrir l'impôt à payer pour les successeurs en cas de décès? Donc, juste pour donner la petite histoire que j'avais racontée il y a quelques mois ou l'année passée. Moi et Philippe, on avait travaillé avec Desjardins, en tout cas, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. C'est Desjardins Assurance, mais ceux qui s'occupent de ceux qui ont un gros patrimoine, puis ils ont fait des calculs avec nous. Ça a été assez compliqué. Là. On a travaillé fort avec eux. Philippe avait travaillé fort avec eux. Et si moi et Philippe, on meurt les deux simultanément, malgré le fait qu'on a des assurances vie de 1,3 million de dollars, on pensait qu'on était bien couverts. Là. Il manque 1,1 million de dollars à nos enfants pour payer la dette fiscale. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu as des trucs à donner ici. Là. Donc, ça doit être avec service signature. Oui, exactement. Donc, pour ça. Ben justement, on peut évaluer ça, puis l'évaluer aussi dans le temps, parce qu'on s'entend que actuellement, c'est une photo, tu peux bien te couvrir actuellement, mais dans 5 ans, puis on l'a vécu dans les dernières années, l'immobilier a presque doublé en tant que tel dans certains secteurs. Donc, ce qui fait en sorte que la planification qui a été faite il y a 5 ans en termes d'assurance vie n'est plus la même actuellement pour ça. Mais on est capable d'estimer l'assurance vie pour faire en sorte qu'il y en a suffisamment. Et il y a des polices d'assurance vie qui permettent d'augmenter la couverture sans repasser des examens médicaux. Donc, ce qui fait en sorte que si présentement tu es en bonne santé, tu vas avoir cette condition-là que, par exemple, tu prends 1 million d'assurance vie, mais qu'à travers le temps, tu peux l'augmenter jusqu'à 2 millions, 2,5 millions en augmentant ta prime, mais sans repasser d'examen médical par la suite. Donc, puis souvent, je suis amené comme comptable à calculer ça puis à faire des scénarios pour évaluer c'est quoi l'impact fiscal de la vente. Et après ça, souvent, c'est avec le planificateur financier qui a une évaluation actuarielle qui est faite pour ramener en date d'aujourd'hui c'est quoi l'assurance qui doit être prise. Effectivement. Comme dans notre cas, la situation n'est pas la même si un des deux meurt, mais que l'autre reste vivant. Mais si on meurt les deux dans un crash d'avion ou dans un accident d'auto, nos enfants sont dans le pétrin présentement parce qu'on n'est pas assez couvert. Donc, il faut aller chercher des assurances vie temporaires. Dans notre cas, c'est probablement ce qu'on va faire parce que les assurances vie permanentes, c'était juste... C'était juste fou, là, ce qu'ils nous proposaient. C'est des trucs de 30 000 $ par année de prime, mais donc on va aller chercher des assurances temporaires pour protéger nos enfants. Là, ce qui va nous coûter beaucoup moins cher. Là. Exactement. Puis tu as différentes protections à avoir parce que là, tes enfants sont jeunes comme les miens, donc pour ça. Donc, des assurances temporaires 20 ans que j'ai pris quand ils étaient plus jeunes pour s'assurer que tous leurs besoins jusqu'à la majorité puis qu'après leurs études soient couverts. Donc, on a des assurances vie juste pour ça. Et après ça, en compagnie, on a des TESA, donc des assurances sur 100 ans directement pour couvrir au niveau de l'impact fiscal, justement, à la vente directement. Donc, moi, de mon côté, j'ai pas de vie entière en tant que telle ou avec valeur de rachat parce que c'était pas le type d'assurance que j'avais besoin de mon côté. Ouais, puis c'est vraiment intéressant, là. Oui, avec valeur de rachat et tout, quand tu détiens, c'était vraiment intéressant, mais il fallait trouver, nous, 30 ou 35 000 de liquidité par année. Ouais. Puis non, avec les taux d'intérêt qui avaient augmenté, là, on n'était pas capable de faire ça. Donc, on a déjà, je pense, un petit peu répondu, mais là, on va la relire parce qu'il y a peut-être une subtilité dedans. Donc, c'est quoi la subtilité dans... attends, excuse-moi, c'est pas celle-là que je voulais faire apparaître. Donc, est-ce que c'est possible de switcher d'un immeuble en compagnie en personnel, notamment pendant le renouvellement de l'hypothèque? En fait, c'est sûr certain qu'il faut que tu te qualifies au niveau personnel. Donc, si tu veux vendre au niveau personnel l'immeuble, donc c'est toi personnellement qui vas se qualifier. Il y a des institutions qui te permettent de soutien durant la période de renouvellement, donc là-dessus, mais ça va être vraiment avec ton directeur de compte que tu vas pouvoir voir là-dessus. Et dans le processus d'achat, donc on parle de renouvellement là, mais dans un processus d'achat aussi, ça peut être un achat au niveau personnel qui sont transférés en compagnie ou en compagnie qui est transféré au personnel, pourvu que l'institution financière le permette directement. C'est vraiment selon l'institution.
Oh, là, on ne nous voit plus personnellement. C'est une grosse question, mais on la fait apparaître. Donc, dans le cas où un membre de ma famille accepte de me vendre un immeuble de 8 logements sans hypothèque, détenu au personnel, donc par le vendeur accepte de laisser une balance de prix de vente. Est-ce que ce serait envisageable qu'il roule d'abord l'immeuble dans une compagnie, car lui, il investit, l'acheteur investit en compagnie. Et je pourrais racheter ces actions-là, refinancer l'immeuble et lui payer ses actions. Est-ce possible aussi d'éviter la taxe de bienvenue? Donc, peux-tu la remettre? Parce que oui. bizarre, on va la laisser même si on ne se voit plus. Là. Donc, ça. Donc, on va te monter. Oui, c'est ça, exactement. Donc, pour... en fait, oui, c'est possible. Ça se peut que ça soit avantageux, puis ça se peut que ça soit désavantageux. Dave, là-dessus. Parce que, justement, ça dépend de l'amortissement qui a été pris sur l'immeuble depuis le moment de l'achat. Et ça dépend aussi en termes de plus-value. Parce que si, par exemple, ça fait 40 ans qu'il a son immeuble, qu'il a acheté 100 000, puis toi, tu l'achètes 1,2 million pour ça, il y a beaucoup d'impôts latents, puis ça se pourrait très bien que t'es mieux, en fait, vous êtes mieux les deux ensemble de vendre, donc faire une réelle transaction de vente de l'immeuble à 1,2 que de le rouler et acheter les actions de la compagnie. Par contre, moi, je l'ai fait justement, comme je l'ai dit l'année passée, et sur des immeubles qui avaient été achetés au début des années 80 directement, on a roulé en compagnie les immeubles. Donc, pour ça, on a acheté les actions participantes, mais le vendeur est resté avec les actions votantes. Donc, au niveau de la taxe de bienvenue, si le vendeur reste au niveau des actions votantes pour une période de 24 mois, donc plus de 24 mois, on est capable d'éviter la taxe de bienvenue en tant que tel sur la transaction. Et ça peut être un beau avantage, justement, de le faire. Donc, il y a ce qui est possible. Par contre, en ayant des actions votantes, il va falloir que la personne, le membre de famille, soit caution au niveau des prêts. Si c'est un prêt SCHL, par exemple, mais cette caution pour la durée du terme, donc ça peut être jusqu'à 5 ans en tant que tel de plus. Donc, c'est là qu'il y a plusieurs possibilités, mais c'est pas mal du cas par cas, savoir si ça va être avantageux ou pas. Mais tout se fait en tant que tel. Écoute, ça fait déjà 1 heure, Pierre-Olivier, qu'on est ensemble. Je te remercie énormément. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Généralement, il y a beaucoup de monde. Là j'ai 3 plateformes simultanément qui diffusent. Donc, les gens, généralement, dans les heures suivantes ou dans les 2-3 prochains jours, vont écouter. Je l'envoie par courriel aussi là, tout à l'heure à tout le monde. Donc, il va y avoir d'autres questions. Donc, on va aller vous répondre. Pierre-Olivier a accès de toute façon à mes 3 plateformes aussi. Il pourra vous répondre. Vous pourrez le taguer là, en dessous. Pierre-Olivier, à quel endroit les gens peuvent communiquer avec toi si jamais ils ont besoin de tes services? Par courriel, donc info@commerciallibrefinance.com, c'est le meilleur moyen en tant que tel. Puis, je ne suis pas seul, là. On est une équipe de 3 CPA, 2 futurs CPA qui, d'ici Noël, ils vont avoir leur titre. Donc, pour ça. Donc, là-dessus, et notre clientèle est majoritairement immobilier. Donc, pour ça, donc, on est là pour répondre à vos questions. Excellent. Bien, je te remercie énormément. Puis, à tout le monde, merci. On va se retrouver dans un prochain bootcamp. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce ou si vous voulez qu'on travaille ensemble, marquez le mot « appel ». Ça va me faire plaisir de discuter de vos besoins avec vous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Pierre-Olivier, merci infiniment encore pour ton temps. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye tout le monde.